vécu un moment unique. C'était vraiment une expérience inoubliable. La Chine est extrêmement riche en culture. La Route de la Soie, les différentes religions. On avait des journées remplies d'émotions, remplies d'activités, d'expériences nouvelles. Dans mon cœur, dans ma tête, dans mon nez, dans mes oreilles, j'ai vécu quelque chose de magique. Ayant une passion et une curiosité pour l'ancienne route de la soie et l'initiative Ceinture et Route, 6 candidats venant de différents pays francophones ont visité d'importants sites dans le nord-ouest de la Chine. Première étape, Dunhuang, ville incontournable de l'ancienne route de la soie, connue pour ses grottes et fresques religieuses. Les candidats ont assisté à la restauration des peintures anciennes. D'avoir cette chance de se retrouver vraiment nez à nez avec le Bouddha, c'est vrai que même si on n'est pas religieux, il y a quand même quelque chose de magique. C'est difficile à définir, mais c'est de l'ordre du magique. Le soir, ils se sont rendus au marché nocturne de Dunhuang, le plus grand marché à ciel ouvert de la ville, où ils ont découvert des antiquités, des travaux d'artisanat et ont goûté des spécialités culinaires. Tous ces produits venaient en fait de l'Ouest, de l'Occident. On peut les retrouver un peu partout en Chine. Ça montre à quel point la route de la soie a pu être bénéfique à l'économie et au bien vivre de la population chinoise en fait. Le port de Tianyuan est l'un des principaux passages de la Grande Muraille. C'est là que les candidats sont montés sur des chameaux. Ces chevaux de bas ont été utilisés pendant des milliers d'années pour transporter des marchandises le long de l'ancienne route de la soie. Pour la première fois de ma vie, je suis montée sur un chameau. C'est assez impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand, vraiment. Mais surtout, les chameaux sont très calmes, très reposés. C'est assez drôle comme animal. Zhangye était un pôle majeur sur l'ancienne route de la soie. Aujourd'hui, la ville garde toujours sa particularité en tant que base importante de la production agricole. Les candidats ont visité les serres de légumes biologiques alignés dans le désert de Gobi. Si la route de la soie n'a pas existé, la cuisine chinoise n'aurait pas été si diversifiée. C'est grâce à cela que la cuisine a évolué dans la Chine. Ça prouve comment la route de la soie a pu développer la région. Les candidats ont ensuite pris la ligne ferroviaire à grande vitesse Lanzhou-Xinjiang et ont visité le centre de surveillance de la tour de contrôle à la gare du nord de Lanzhou, qui est le cerveau des réseaux ferroviaires de transport de marchandises dans l'ouest de la Chine. Le trajet, c'est de l'Asie en Europe. Il pouvait aussi avoir un trajet qui quitte de l'Asie en Afrique, c'est-à-dire de la Chine en Afrique. Ce serait plus opportun pour l'Afrique parce que l'Afrique aussi en a besoin. Lanzhou, la destination de ce voyage, a plus de 2000 ans d'histoire. Cette ville a prospéré au carrefour de la route de la soie et du fleuve jaune. Les candidats se sont réveillés au parfum des nouilles au bouillon de bœuf et ont préparé un bol de bouillon sous le guide d'un chef cuisinier chinois. J'étais très impressionnée quand il a dit qu'il y avait plus de 40 pays qui avaient des restaurants de nouilles de Lanzhou. Donc j'étais très impressionnée, je ne m'attendais pas à ça, mais je trouve ça bien, c'est bien que tout le monde ait l'occasion de les goûter. Je suis très motivé pour le concours, je pense qu'on va plus apprendre et on va bien s'amuser pendant le concours. Ma plus grande motivation, cela reste quand même l'apprentissage, donc apprendre plus de choses sur la Chine. Je ne sais pas si je pourrai gagner, mais j'espère que ça va être une belle surprise si je gagne. J'attends le plus grand prix. J'y vais pas pour gagner, hein. Moi j'y vais simplement pour m'amuser. C'est important de participer. Moi j'y vais pour participer. Ah mais moi je suis ici pour gagner, hein. Moi j'adore gagner. Après avoir admiré de magnifiques paysages et découvert diverses cultures locales le long de la route de la soie, les candidats sont de retour à Beijing pour la finale. Quelles sont leurs idées sur l'initiative Ceinture et Route? Qui sera le champion? Pour le savoir, place au jeu.
bonjour à tous. Merci de nous suivre chez vous, un peu partout dans le monde, avec les continents réunis sous cette belle bannière de la francophonie qui nous est chère et l'histoire de la route de la soie, auquel nous allons beaucoup nous intéresser ce soir dans ce grand quiz. Merci au public d'être venu si nombreux. Nous sommes réunis par l'amour de la francophonie et aussi l'histoire de la route de la soie qui nous vaut ce fameux quiz, qui sera en 2 parties puisqu'il y aura une autre émission qui sera la grande finale. Alors, pour commencer, bien sûr, qui dit jeu dit candidat, je vais vous les présenter. Philippe, bonsoir. Bonsoir Olivier. Vous venez d'où, Philippe? De Bretagne, de l'ouest de la France. Candidat français. Quelle est votre profession? Vous travaillez en Chine, je travaille en Chine, je travaille comme chocolatier et comme professeur. Ah là, c'est au Suisse que vous parlez, la chocolatier. Ah, oui. Attention, attention. Ici, nous avons une représentante du Québec. Bonjour. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Vous êtes là pour représenter l'Amérique du Nord, on va dire. Lourde tâche. Et l'Amérique du Nord, francophone, s'il vous plaît. Oui, voilà. C'est bien. Voici notre ami Ravindra qui vient... Bonsoir. Bonsoir, de l'île Maurice. Mais oui. Ah, l'océan Indien, ah, c'est formidable. La Réunion, les Mascareignes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis étudiant à Beijing Institute of Technology. D'accord. Pour encore combien de temps? Je vais rester ici pour 3 ans encore. Oh, on aura le temps de se revoir. Oui. Voici notre ami Gaël du Cameroun. Bonsoir Gaël, vous ne pouvez pas saluer mais c'est pareil. Gaël, on serre la main parce qu'on se dit Gaël il est balèze, il vaut mieux être son copain quoi. Oh ouais. Qu'est-ce qui vous veut cette musculature? Le sport? Un petit volet de temps en temps. Vous parlez chinois? J'ai fait un semestre de chinois. Un petit peu, ils viennent. Pour des hands show de Taïha. Ah ouais, ça commence hein. Quant à Zineb, elle nous vient du Maroc. Oui. Le Maroc que je salue aussi, le Maroc où j'ai eu la chance de vivre. Vous venez de quelle région au Maroc? Je viens du sud du Maroc. Agadir. Ah Oui, là c'est ma là, ville. les plages Agadir, les tagines. On va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et puis pour finir, notre candidat belge, Tout à fait, Romuald, exactement. qui lui est Animateur télé à Wuhan. un confrère. Voilà. À Wuhan. Et vous ne faites que l'animation télé? Je fais aussi la production visuelle. Bah c'est super, ok. Et puis, nous avons la chance d'avoir 2 grands experts, parce que c'est bien beau de parler de l'histoire de la route de la soie, mais il faut qu'on évite de dire des bêtises. Monsieur Dong Chiang, lauréat du Grand Prix de la francophonie, et Sébastien Ricci de Radio Chine International. On compte sur vous pour nous apporter des petites précisions. Merci beaucoup. Alors, puisque je vous ai présenté tout le monde et que apparemment tout est prêt, j'ai le grand plaisir et l'honneur de déclarer le grand quiz de la route de la soie ouvert. L'émission va se passer de la manière suivante. Il y aura 3 manches distinctes qui seront entrecoupées de musique. Le but, c'est bien sûr de se cultiver, mais aussi de se divertir. Dans cette première partie destinée à établir le classement des candidats, la hiérarchie, le présentateur posera 10 questions aux 6 participants. Chaque question vaut un point. Au terme de l'épreuve, les 6 candidats seront classés du 1er au 6e en fonction de leurs notes. En cas d'ex-aequo, une ou plusieurs questions supplémentaires de rapidité seront posées pour les départager. On est prêt? Voici la première question. Le thé et le café sont des boissons très consommées dans le monde entier. Mais quel est leur pays d'origine, respectivement? Vous avez 4 propositions. Répondez. Allons-y. Tout le monde a répondu? La bonne réponse était, regardez, la Chine et l'Éthiopie. Alors je vois 5 bonnes réponses et une mauvaise réponse qui nous vient de notre ami mauricien. Réponse B, l'Inde et le Brésil, pas du tout, c'était bien sûr la Chine et l'Éthiopie. Sébastien, une petite particularité? Ça a été découvert en Éthiopie, près d'un village qui s'appelle Kaffa. Donc par dérivé, Kaffa est devenu Kawa, café. Et là est l'origine du mot café. Deuxième question. Quel site historique situé le long de la route de la soie est célèbre, on en voit une belle image, pour ses fresques, ses sculptures et ses écrits, et dont les recherches constituent une spécialité qui porte son nom? Répondez. La réponse était Dunhuang. Qui a répondu juste? Tout le monde. Alors là, bravo. Troisième question. Lequel de ces chercheurs français est particulièrement connu pour son travail sur Dunhuang? Attention, répondez. Réponse
il s'agit de Paul Pelliot. Qui a répondu juste? Ah, on a une seule bonne réponse. Bravo Philippe. C'est le grand découvreur de Teng Huang et il a ramené d'ailleurs beaucoup de choses en France. En Chine, il y a des gens qui revendiquent ça, hein, mais en France, il faut dire que c'est bien protégé. Donc voilà, la culture est, disons, internationale, universelle. Voici une nouvelle question. Les chiffres arabes sont importés par les commerçants arabes en Europe, mais en vérité, quelle civilisation a réellement inventé ces chiffres arabes? Répondez. La réponse était, bien sûr, la réponse C, la civilisation indienne. Vous avez tous juste. Bravo. Alors c'est vrai que c'est un piège, parce qu'on pense à chiffres arabes, et effectivement, pour les pays arabes et les Perses, chez eux, on appelle ça les chiffres indiens. Mais effectivement, par dérivés, en Occident, ce sont des chiffres arabes. Grâce aux commerçants arabes, donc, qui les ont amenés un peu partout. Autre question. Le cheval de Fergana, comme un cheval qui transpirerait du sang, a été inscrit dans les ouvrages historiques de la dynastie des Han. De quel pays, sur la route de la soie, provenait ce type de cheval? Vous avez 4 propositions. Répondez. Tout le monde a répondu. La réponse était du Turkménistan. Et là, nous avons Philippe qui a chu. C'est pas grave. Alors que tous les autres ont répondu juste. Bravo, c'est effectivement du Turkménistan que vient ce fameux cheval de Fergana. Maître? Alors ça, si vous me permettez, j'ajoute juste un mot parce que c'est tellement important pour la route de la soie. Parce que ça s'appelle la route de la soie, mais au début, c'était pour chercher ces fameux chevaux. Les Chinois d'époque, c'était pas très fort hein, comme cavaliers. Donc pour se défendre, il fallait avoir des beaux chevaux qui sont réputés, que justement Chang Tien a été envoyé pour aller chercher à l'ouest les fameux chevaux qui transpireraient du sang. Et pourquoi transpirer du sang exactement? C'est juste pour une manière de dire qu'ils sont vraiment très très puissants, hein, et que c'est pour montrer la force. La force, et puis aussi, je crois que c'est lié peut-être avec la morphologie de ces chevaux qui sont très très robustes, très spéciaux. C'est exactement ça, c'est des chevaux vraiment recherchés pour leur force. Ils étaient très élégants, ils étaient beaucoup plus robustes que les chevaux utilisés à l'époque en Chine, qui servaient principalement à transporter des matières, mais pas à combattre et à se déplacer rapidement. Très bien, je vous propose une autre question. Quels sont les 5 pays participants au sommet des BRICS? Donnez-moi votre réponse. BRICS. Il s'agissait de la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud. Le S, c'est le S de South Africa. Autre question. Au début du XVe siècle, le roi du sultanat de Sulu se rendit en Chine en traversant les océans. Et il fut chaleureusement reçu par l'empereur chinois Zhou Di. Et puis, de génération en génération, la famille a choisi de demeurer en Chine. Dans quel pays se trouverait aujourd'hui ce royaume du sultanat de Sulu? Vous avez 4 propositions. Choisissez. Et la bonne réponse était les Philippines. Presque tout le monde a réussi, mais que moi j'ai échoué. Le roi venait soit des Philippines ou de l'Indonésie, puis j'ai hésité, puis la réponse c'est les Philippines. J'ai dit l'Indonésie. Avec le stress, j'ai comme oublié ce que j'avais appris. Nouvelle question. À l'époque des Sui et des Tang, quelle ville chinoise se trouvait à la jonction entre la route de la soie terrestre et la route de la soie maritime? Je vous laisse répondre. C'est fait. Et la bonne réponse était Yangzhou. Et je vois que tout le monde a répondu juste, sauf Philippe. Ça arrive, mais je connais pas toute la Chine. J'ai encore à découvrir, heureusement. Nouvelle question. Le mont Wutai est l'une des 4 montagnes sacrées bouddhiques de Chine. Quelles sont les 3 autres? 4 propositions, avec une petite aide à l'intérieur. Je vous laisse répondre. C'est fait. La bonne réponse était la réponse B, le mont Emei, le mont Jihua et le mont Putuo. Ils ont bien répondu parce qu'en fait en Chine il y a beaucoup de montagnes sacrées. Il y a beaucoup, on parle par exemple des 5 montagnes sacrées, mais là c'est montagnes sacrées plutôt liées avec le bouddhisme. Autre question. Quel jardin Victor Hugo a-t-il comparé au Parthénon d'Athènes, aux pyramides d'Égypte,
au Colisée de Rome et à Notre-Dame de Paris. Il fut aussi appelé le Jardin des Jardins. Je vous laisse répondre. Vous avez tous répondu? La bonne réponse était la réponse C, l'ancien palais d'été. Philippe a répondu correctement. Philippe, voilà, vous voyez comme quoi ça change. Vous allez nous en dire plus, maître Dong Qiang. Cette question est un peu piège parce qu'il y a deux palais d'été. Enfin, il y a le palais d'été actuel qui n'a pas été détruit, mais ancien palais d'été, effectivement, avec cette célèbre lettre de Victor Hugo, vous savez, qui commençait avec une grande rhétorique, deux bandits, etc. Il a surnommé les Français et les Anglais les bandits. Et ça a été vraiment une lettre qui a été très forte contre cette, qu'on veut dire, une vraie invasion, enfin, et puis justement d'avoir brûlé ce trésor de l'humanité au niveau de la littérature et au niveau aussi de l'humanisme français, là, c'est très très connu. Après avoir posé les 10 questions à choix multiples, nous pouvons désormais dresser le classement. Catherine, Philippe et Ravindra occupent les 4e, 5e et 6e places. Gaël, Zineb et Romuald sont tous trois en tête du classement. Ils vont répondre aux questions de rapidité. Le premier à buzzer a le droit de donner sa réponse. Si celle-ci est correcte, le candidat ou la candidate passe en première position. Sinon, il ou elle reste en 3e. Puis, ce sera au tour des 2 autres candidats. Alors on y va. Voici la question. Quel est ce paquebot suédois qui sombra avec une grande cargaison de thé vert chinois destiné à l'Europe? Vous avez 4 propositions qui apparaissent. Réponse. C'est Romuald qui est le premier. C'est le Göteborg. Réponse C, le Göteborg. C'est la bonne réponse, regardez, effectivement. C'est très bien, donc vous êtes en tête, Romuald, bravo. J'ai peut-être eu un peu de chance aussi. Je crois que la chance a aussi joué pour tout le monde durant cette expérience. Mais voilà, un jeu n'est pas un jeu sans chance. Maintenant, entre Zineb et Gaël, nous allons savoir qui va se retrouver 2e au classement. Attention, nouvelle question. Inventée en Italie entre le XIIe et le XVe siècle, elle a d'abord été populaire à Florence, puis à Venise. À l'époque, on l'appelait la comptabilité italienne. Quel est son nom? La comptabilité unique, la comptabilité double, ah ben c'était rapide, la comptabilité opaque ou la comptabilité multiple. Quelle est votre réponse, Zineb? B, la comptabilité double. La comptabilité double. Mais oui, c'est la comptabilité double, bien évidemment. Nous avons donc maintenant enfin notre classement provisoire, avec premier au classement général, donc Romuald, 2e Zineb, 3e Gaël, 4e Catherine, 5e Philippe et 6e Ravindra. La première vient de se terminer. Je vous propose un souffle musical. Je vous laisse apprécier cette séquence et on se retrouve juste après pour la deuxième manche.
Magnifique! C'était super, n'est-ce pas? Eh bien voici la deuxième manche. Duel ping-pong. Après la première étape, 3 duels auront lieu opposant les candidats numéro 1 et 6, numéro 2 et 5 et numéro 3 et 4. Le présentateur posera des questions aux 2 duellistes qui appuieront sur le buzzer pour répondre. Une question vaut un point. Celui qui atteint en premier 7 points remporte le duel. Les 3 gagnants accéderont directement à la compétition de la deuxième journée. D'après le classement de la première étape, on aura Romuald opposé à Ravindra, Zineb opposé à Philippe et Gaël opposé à Catherine pour les 3 duels. Attention, ça va être chaud. Je précise également une règle, c'est de la rapidité. Donc soyez vifs, mais si vous donnez une mauvaise réponse, vous donnez le point à votre adversaire. Si vous buzzez avant la question posée, juste à l'énoncer, ça ne va pas. C'est donc le candidat adverse qui va répondre, et s'il répond juste, il aura le point. Ok, c'est clair? Allons-y, voici la première question. Il a donné un élan considérable aux relations économiques, culturelles, sino-françaises. C'est aussi le premier étranger que Deng Xiaoping a accompagné au mausolée de l'empereur Qin, qu'il qualifia alors de 8e merveille du monde. De quel président français s'agit-il? Jacques Chirac. Jacques Chirac. Et la réponse était Jacques Chirac. Vous gagnez le point face à notre ami Ravindra. Deuxième question. En septembre 2013, le président chinois Xi Jinping a lancé la proposition de construire la ceinture économique de la route de la soie dans un discours historique. Où était-il à ce moment-là? Dans quel pays? Kazakhstan. Au Kazakhstan, c'est la bonne réponse. Regardez. C'était au Kazakhstan. Deuxième point pour Romuald. Très bien. Nous continuons. En octobre 2013, le président chinois Xi Jinping a ensuite annoncé la route de la soie maritime au XXIe siècle dans un autre discours. Où se trouvait-il alors? Indonésie. En Indonésie. Regardez, c'est la bonne réponse. J'avais la réponse aux questions, les deux, le Kazakhstan et l'Indonésie, mais Romuald était vraiment rapide. Poum. Nouvelle question de cinéma cette fois. Il s'agit d'un film mythique tourné en 1942 durant la Seconde Guerre mondiale avec de fabuleux acteurs, Humphrey Bogart, que l'on voit à l'image, Ingrid Bergman. Ma question est, où se déroule ce film? C'est au Maroc. Et quel est son nom? C'est le nom d'une des villes du Maroc. Je sais pas. Comment savez-vous que c'est au Maroc? Le chapeau. Il y avait 2 options, soit l'Égypte ou le Maroc, mais c'était plus probable que ça soit le Maroc. Le chapeau marocain, oui, effectivement, c'est bien au Maroc, et c'est le film Casablanca, ce fameux film. Parfait. Nouvelle question. En mai 2018, l'accord de coopération entre la République populaire de Chine et l'Union eurasiatique a été officiellement signé. Cette dernière comprend ses États membres, la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, le Kyrgyzstan et quel autre pays? Je rappelle la question. Oui? L'Arménie? Ouais. C'est l'Arménie, absolument. J'ai l'impression que vous êtes très branchés sur l'information, vous. C'est très bien. Absolument. Nouvelle question. Détendez-vous, détendez-vous, nos candidats sont comme ça. Dans un document de la Grèce antique, un pays est appelé la Sérique. Le poète romain Vigile a aussi écrit dans son œuvre Les Bucoliques: les Sères ont obtenu, à partir des feuilles d'arbres de chez eux, de très fines laines. De quel pays Sères s'agit-il? C'est la Chine. La Chine? Oui. J'accepte la bonne réponse, puisqu'effectivement, l'énoncé était terminé. C'est la Chine. Voici une question très facile. Ce mythique auteur a écrit un chef-d'œuvre en 1942. Son récit, plein d'humanité, connaît toujours un immense succès planétaire.
quel est le nom de cet auteur? Romuald? Antoine de Saint-Exupéry. Absolument. Le Petit Prince est un des livres français le plus aimé en Chine. Voilà, donc ça c'est très important à rappeler. Absolument, une histoire totalement universelle. Et donc Antoine de Saint-Exupéry qui est mort en héros, abattu par l'armée allemande au-dessus de la Méditerranée. On a retrouvé d'ailleurs la carcasse de son avion il y a très peu de temps, quelques années seulement. Autre question, l'explorateur Zheng He est décédé à 62 ans lors de sa 7e expédition maritime suite à une maladie. Où s'est-il éteint? En Inde. En Inde? Oui. Vous savez exactement l'endroit? Non. Mais j'accepte la réponse, c'est effectivement en Inde, au Corzicode précisément. Zheng He, c'est le seul exemple qui montre que, en fait, les Chinois peuvent aller vraiment loin aussi. Donc il est allé, je crois, au plus loin, c'est vers l'ouest jusqu'en Afrique. Et il est parti plusieurs fois. En fait, c'était un eunuque. Chaque fois, il amenait beaucoup de marchandises chinoises vers d'autres pays. C'était pour le commerce. Donc c'était à la fois une expédition, mais en même temps une expédition, disons, paisible, de paix, non pas une expédition de guerre ou de militaire. Voilà. Donc c'est quelqu'un, effectivement, qui est resté pour nous, c'est très très important, surtout pour ce côté, il a ouvert cet espace, disons, maritime pour nous. Absolument. Très très bien, merci pour vos savoirs. Et parlons justement dans cette nouvelle question, même si les savoirs sont aussi loin qu'en Chine, il faut tout de même les chercher. Dans quel ouvrage religieux peut-on trouver cette phrase? Le Coran. C'est une très bonne réponse. Dans ce duel, on est à 5-4, c'est très serré, attention, il faut se reprendre Romuald maintenant. Voici une nouvelle question. En 1755, l'écrivain François Voltaire a mis en scène une pièce de théâtre chinoise à Paris. Quel est le nom de cette œuvre? Les orphelins de Chine ou les orphelins de Zhao. On peut accepter la réponse, c'est l'orphelin de la famille Zhao. On l'accepte, ça fait 6 points à 4. Attention, attention, à 1 point de votre sélection pour la grande finale, Romuald. Et vous, à 3 points, mon cher Ravindra. Voici une belle illustration. On peut admirer une stèle de la fin du 8e siècle dans le musée de sculpture de Xi'an. Sur cette stèle est inscrite l'introduction et la popularisation d'une religion en Chine. De quelle religion s'agit-il? Romuald? Le christianisme. Vous dites le christianisme. Eh bien, mon cher Romuald, je dois malheureusement vous dire que si vous aviez prévu quelque chose dans quelques jours, il faut annuler car vous êtes sélectionné pour la finale. C'est une bonne réponse. 7 points. Romuald est le premier sélectionné. Vous avez eu peur là, hein? Alors, la mauvaise nouvelle provisoire, c'est que l'île Maurice en ce moment se dit Ravindra ne sera pas en finale. Mais peut-être que si. Il y aura une 3e épreuve tout à l'heure qui sera une épreuve de rattrapage. Donc vous avez encore toutes vos chances. Nous allons passer maintenant au 2e duel. Zineb, vous étiez 2e au classement provisoire. Vous êtes opposé à Philippe qui a fini 5e de ce premier classement. La 2e étape, c'était l'étape des duels. Et pour moi, là, c'était vraiment très stressant parce que ceux qui gagnaient les duels étaient qualifiés en finale directement. Et puis ceux qui perdaient, ils devaient faire une 3e épreuve. Et moi, je ne voulais pas du tout faire cette 3e épreuve. Comme je vous ai dit, j'étais très stressée. On y va pour la première question. C'est une peinture chinoise de la dynastie des Ming, peinture de Xiling, avec le texte de Shen Duo. Quel événement historique est lié à son contenu? Un événement historique est lié au contenu de cette œuvre, oui. Zineb? L'expédition maritime de Zheng He. C'est une très bonne réponse. Nouvelle question avec une très belle illustration, regardez. Site archéologique cambodgien, composé de ruines provenant de l'Empire Khmer entre le 9e et le 15e siècle, classé en 1992 au patrimoine mondial par l'UNESCO. De quel site s'agit-il? Encore.
Encore et toujours. Absolument. Angkor Wat. C'est une bonne réponse de Philippe. Est-ce que vous l'avez visité? Pas encore. Non, pas voilà, pas encore, mais ça viendra. Attention, question, surtout pour les Pékinois à la limite, ou ceux qui sont venus à Pékin. Quel pont chinois très ancien appelle-t-on le pont Marco Polo? Zineb. Le pont Luguqiao. Le pont Luguqiao, c'est une bonne réponse. Le pont Luguqiao à Beijing. Voici une nouvelle question. Le devisement du monde est un chef-d'œuvre qui décrit l'ancienne route de la soie racontée par Marco Polo. La question est très facile. Quelle était la nationalité de Marco Polo? Zineb a été la plus rapide. Italien. Il était effectivement italien. Maintenant, nous allons parler d'une gravure sur pierre remontant au Xe siècle qui représente un instrument de musique. Quel est cet instrument de musique? La harpe. La harpe. Je veux le nom chinois précisément. Ah. Le nom chinois. Le nom chinois de la harpe. De cet instrument de musique parce que c'est un genre de harpe, mais il a des particularités musicales, comme nous expliquera tout de suite d'ailleurs C'est notre... Kung Ho. C'est le Kung Ho. Ah, Kung d'accord. Ho. Désolé. Voilà. Alors, on ne peut pas accepter la réponse. Bien sûr, on peut qualifier cet instrument dans la famille des harpes, mais ce n'est pas la harpe traditionnelle que l'on connaît. C'est le Kongru. Donc, votre point va directement à Zineb. Quand je l'ai vu tout de suite, j'ai pensé à une harpe celtique. Et c'est vrai que, bah voilà, pour moi, culturellement, on me demande quel instrument, c'est une harpe. Alors, le nom en chinois, malheureusement, voilà, ça ne fait pas partie de mes connaissances. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On en est à 4-1. Ça se rapproche. Autre question. Cette œuvre littéraire autobiographique raconte la torride histoire d'amour vécue au Vietnam entre une jeune fille française et un jeune banquier chinois. Ce roman, écrit par une mythique écrivaine, a reçu le prix Goncourt. De quel roman s'agit-il? L'amant. L'amant, évidemment, écrit par Marguerite Duras. Il a été écrit en 84 et il a été porté à l'écran en 92 par Jean-Jacques Hano. Question de sport. Le football. Quel est son pays d'origine? D'origine, le plus ancien, les plus anciennes traces du football. On les trouve dans quel pays? L'Angleterre. Eh bien, mon cher Philippe, le point que vous vouliez acquérir va aller directement à Zineb, parce que je parle du football ancien. Effectivement, les Anglais l'ont repris, l'ont travaillé, l'ont modernisé, l'ont popularisé, mais les premières traces viennent de Chine. Le football, bon, c'est vrai que pour moi, le football, c'est britannique, parce que c'est un jeu qui se joue qu'avec les pieds, alors que l'ancien jeu chinois se jouait avec les épaules et le coude, donc il y a une petite différence. Dans le grand classique chinois qui s'appelle Au bord de l'eau, Shui Hu Zhuan, il y a un personnage qui s'appelle Gao Qiu et c'était le premier ministre de la Chine. Il est devenu premier ministre parce qu'il jouait bien ce football-là et son nom Qiu, ça veut dire football. Voilà, oui, d'accord. Et donc ça servait également d'exercice militaire apparemment, à l'origine. Pour aider les militaires à mieux exercer et puis se construire, tout ça, oui. Et on parle de temps plus ancien que la création du football moderne par nos amis britanniques. Attention, 5-2. Pour l'instant, c'est Zineb et le Maroc qui est en tête. Au Maroc, soutenez Zineb. Allons-y avec une nouvelle question. Le président Xi Jinping a relevé qu'un des pays de l'Europe centrale et orientale se trouvait au carrefour de la route de l'ambre et de celle de la soie et bénéficiait de cet avantage géographique spécifique. Quel est ce pays? Pays situé en Europe centrale et orientale, imaginez, au carrefour de la route de l'ambre et de la route de la soie. Il a un avantage géographique spécifique. La Biélorussie. Pardon? Biélorussie. Ça va faire un point de plus pour Zineb, mais c'est bien tenté. Ce n'est pas la Biélorussie, il s'agit de la Pologne, comme vous le voyez sur votre écran. Il fallait de toute façon donner une réponse. J'ai pensé, bon, la Pologne produit l'ambre, et j'ai pensé que la Biélorussie était entre les deux chemins, était à la croisée des chemins.
C'est vrai que la Pologne est peut-être plus à la croisée, mais j'avais pensé plus à la Biélorussie. Zineb, on n'est plus qu'à un point. On suit bien sûr au Maghreb, comme partout dans le monde. C'est pas perdu, Philippe, hein. Non seulement vous pouvez remonter, mais vous pourrez peut-être vous qualifier pour la finale avec la 3e manche. Autre question. Quelle ville française est appelée la capitale de la porcelaine? Zineb. Limoges. Limoges, évidemment. Et vous partez en finale, Zineb. Philippe est quelqu'un de très cultivé, j'ai pu le remarquer en le côtoyant un petit peu. Donc du coup, ça m'a fait un peu peur au début, mais je suis contente d'avoir gagné contre lui. Je pense que j'ai moins stressé que les autres en me disant que, ben voilà, c'est pour jouer, c'est pour s'amuser et c'est pour apprendre. Donc, nous avons déjà 2 qualifiés, Zineb et Romuald. Et nous allons passer maintenant au dernier duel. Ça va être sanglant. Gaël a fini 3e au premier classement provisoire et Catherine 4e, donc vous êtes très serrés dans vos connaissances. Gaël, on a déjà joué à plusieurs jeux ensemble, puis je sais que d'habitude, il prend plutôt son temps pour répondre. Donc, dans une épreuve de rapidité, je me suis dit que j'aurais peut-être l'avantage. Au niveau de la première partie, je me suis senti un peu plus à l'aise qu'à la deuxième. Mais à la deuxième partie, j'ai affronté Catherine. Et Catherine aussi, elle est bien assise. Ouais, elle a fait beaucoup de recherches, ça je l'ai constaté. C'est vous maintenant qui vous affrontez avec la première question. On a parlé de Limoges, capitale de la porcelaine. Avant sa fabrication de la porcelaine, cette ville française était connue pour une autre spécialité. La fabrication de quoi? L'émail. Madame, la fabrication d'émail qui vous vaut le premier point. Bravo Catherine. Deuxième question pour ce duel. C'est à Hangzhou que se situe le siège d'une grande entreprise chinoise dont le patron... T'as répondu un petit peu vite Gaël, dont le patron apparaît à l'écran. Il s'appelle Jack Ma, ce fameux milliardaire. Quel est le nom de cette entreprise? Je vous demande de répondre Catherine. Alibaba. Alibaba, c'est à vous que j'attribue le point. Gaël, c'était trop rapide, la question n'était pas encore posée. J'ai été plus rapide, ça passait pas, parce qu'il fallait attendre automatiquement que la question s'affiche complètement pour pouvoir répondre. Et les règles ont été bien fixées depuis le départ. Donc quand tu poses un acte, tu t'attends à la sentence. Donc c'était clair pour moi et je suis d'accord. Attention, nouvelle question. Au 7e siècle, un célèbre moine chinois se rendit aux grottes d'Ajanta. De qui s'agit-il? Un célèbre moine chinois, nous sommes au 7e siècle, réponse de Catherine. Pas certaine de la prononciation, mais Xuanzang. Xuanzang. Xuanzang, c'est une très bonne réponse. Nouvelle question. Quel chercheur inventa le terme route de la soie pour désigner les voies de transit du commerce Asie-Europe dans l'un de ses ouvrages? C'est Gaël qui a été le plus rapide. Quelle est votre réponse? Von Richthofen. Von Richthofen, c'est une très bonne réponse. C'est effectivement von Richthofen, le premier, qui a inventé ce terme. Une nouvelle question. Au bout de 6 tentatives infructueuses, ce moine et médecin chinois est arrivé au Japon au 8e siècle, où il a contribué à propager la culture bouddhiste. De qui s'agit-il? Gaël? Tianzhen. Tianzhen, absolument. Très bonne réponse. C'est magnifique parce qu'il prononce bien les noms et voilà, c'est pas évident. Hein. Distinguer déjà Xuanzang et Tianzhen, c'est pas évident parce qu'ils se ressemblent même. Absolument. Voici une autre question. On parle de la route de la soie, d'une ville qui fut durant plus d'un siècle la capitale de l'empire timouride. C'est aussi une ville majeure d'Ouzbékistan sur la route de la soie. Quelle est-elle? Samantha. Encore. Gaël, il m'a bien surpris parce que alors que j'ai répondu les 3 premières réponses très rapidement, il a ensuite répondu 3 réponses beaucoup plus rapidement que moi. Ça m'a un peu choqué, ça m'a déstabilisé. Comment vous dites? Samantha. Vous dites Samantha, c'est ça? Amanda. Samantha. Ce n'est pas une bonne réponse. Vous connaissez la vraie réponse? Samarcande. Samarcande. On n'était pas loin, Gaël. On n'était pas loin. Bien essayé quand même, mais le point va à Catherine. Samarcande,
c'est une bonne réponse. Nouvelle question. Au début du XVe siècle, le roi Boni se rendit en Chine avec toute sa délégation, mais malade, il mourut à Nanjing, capitale chinoise de l'époque. Dans quel pays de la route maritime ce pays Boni se situe-t-il aujourd'hui? Le pays Boni de nos jours, c'est quoi? Le Brunei. Brunei, absolument. Le sultanat de Brunei. C'est une très bonne réponse, Catherine. Alors, attention, nouvelle question. La destination du couloir économique Chine-Pakistan est le port de Gwadar, au Pakistan. Quel est le lieu de départ de ce couloir? Le Kashgar. Vous dites? Kashgar. Kashgar. Madame, s'il vous plaît, vous êtes à un point, un seul point de la qualification en finale. Attention, au milieu du 5e siècle, la Perse envoya une délégation en Chine. Quelle matière y a-t-elle apporté? Un verre. Le verre. C'est une bonne réponse, Gaël. Nouvelle question. Et cette fois-ci, ce sera une question à choix. Parmi les tragédies les plus célèbres de William Shakespeare, on trouve Le Roi Lear, Macbeth, Roméo et Juliette, Timon d'Athènes. Et parmi ces 4 propositions, trouvez-en une autre. Qui a répondu en premier? Catherine. Hamlet. Hamlet, bien sûr, de Shakespeare. 7 points. Cela signifie que vous êtes qualifié. Félicitations, bravo. Super. Vous partez directement en finale, Catherine. Oh là là, yes. Belle victoire, belle victoire. Ouais. Bien combattu. Ouais. C'est parfait. Nous avons donc nos 3 premiers qualifiés pour la finale, qui sont Romuald, Zineb et Catherine. Alors les 3 garçons qui restent, c'est-à-dire Ravindra, Philippe et Gaël, ça va être le tour de cette fameuse manche de repêchage. Mais auparavant, nous allons vous proposer une nouvelle petite séquence musicale. Cette route de la soie a inspiré des peintres, des sculpteurs, des artistes de tous bords. Et elle vient d'inspirer tout récemment un chanteur dont nous avons tourné un clip avec la complicité des candidats. De très belles images, une très belle chanson. Je vous propose de regarder et d'écouter tout cela. Et on se retrouve après pour la 3e manche. Regardez. Cette route, elle se dessine devant tes yeux, t'attire depuis longtemps, si connue, remonte à la nuit des temps. Cette route, elle est gravée dans l'histoire, l'humanité est sa mémoire, notre bien à tous, le plus beau des passages. Cette route, elle me caresse, elle me câline, elle vient de loin, elle vient de Chine. Oh, cette route, elle me fascine. Cette route, tracée par nos ancêtres, pour être libre et pour avancer, je la chéris et veux l'emprunter. Cette route, mythique et plurielle, gage de paix et d'éternel, je la protège, l'aime et la chante. Cette route, elle me caresse, elle me câline, elle vient de loin, elle vient de Chine. Oh,
fascine. Plonger dans tes récits, découvrir tes richesses, tes peuples et tes sourires, tes combats, tes promesses, traverser tes paysages qui révèlent ses secrets, partager avec tous tes légendes, tes attraits, te connaître un peu mieux pour nous ouvrir les yeux, plus devenir plus de barrières, l'humanité entière marche sur cette route. Cette route, elle me caresse, elle me câline, elle vient de loin, elle vient de Chine. Oh, cette route, elle me fascine. Cette route, cette route, elle est dans mon cœur déjà, et on l'a tous un peu en soi. Oh, cette route, je la rêve et la tisse à la soie. Formidable, magnifique chanson. Merci à Christophe Isquin pour cette création originale pour le grand quiz de la route de la soie. Alors, nous avons 3 qualifiés. Il en manque un 4e pour participer à la future grande finale. Pour les 3 candidats perdants, ils ont encore une dernière occasion de repêchage. Ils vont devoir répondre à des questions posées par le présentateur à tour de rôle. Dès qu'un candidat donne une mauvaise réponse ou n'arrive pas à répondre à sa question, il sera éliminé. Après l'élimination de 2 candidats, celui qui reste gagnera la dernière place pour accéder à la compétition finale. Un tirage au sort aura lieu pour déterminer l'ordre de réponse entre candidats. Pour Gaël, Elvin et Philippe, ça a dû être horrible. Le niveau de stress qu'ils ont dû avoir, je ne peux même pas imaginer. Alors, attention, on commence, comme prévu, avec Philippe. On y va? On y va. L'Europe du Nord est l'un des lieux d'origine de l'ambre. Il existe ainsi une route qui s'intitule la route de l'ambre, qui relie les lieux de production et de consommation, Europe, Moyen-Orient et Extrême-Orient. Et les lieux de production de l'ambre se situent principalement sur les côtes de la mer du Nord et de quelle autre mer? La Baltique. La mer Baltique. Et vous savez quoi? C'est une bonne réponse, vous êtes conservé. Bravo. Gaël, vous avez tiré la deuxième place. Attention, un projet de construction d'infrastructures a été mis en place conjointement par les chefs d'État chinois et biélorusses. C'est également un projet clé de la participation de la Biélorussie à la ceinture économique de la route de la soie en Chine. Il a un nom, ce projet. Le parc industriel entre la Chine et la Biélorussie. Mais c'est juste, mais bravo. Alors, mon cher Ravindra, attention. En mars 2014, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours important lors de la réunion commémorative du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Il y a cité un proverbe français et un vieil adage chinois allant dans le même sens. Ce vieux proverbe chinois dit « Le bois de l'étreinte est né d'une jeune plante d'arbre et la plateforme des 9 étages part du sol. » Quel est ce proverbe en français? Regardez bien. Quelle est la bonne réponse à votre avis? C'est B. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est très bien, vous restez en compétition. Alors là, nous allons avoir également 4 propositions. Philippe, vous choisirez la bonne. Quelle est l'œuvre théâtrale la plus connue de Tang Xiansu? Je pense à la réponse C, le pavillon au pivoine. Vous restez avec nous, Philippe. Mon cher Gaël, en 2016, au sommet du G20 à Hangzhou, la Chine et le Kazakhstan ont signé l'harmonisation entre le programme national kazakh et l'initiative Ceinture et Route dans divers domaines tels que le commerce,
l'infrastructure et le tourisme. Ce projet a un nom. Quelle est la bonne réponse? D. Nouvelle politique économique en voie de lumière. Mais c'est la réponse D. Très très bien. Attention, sur la route de la soie, non seulement le commerce et la civilisation ont été véhiculés, mais également, naturellement, des maladies, forcément. Au XIVe siècle, une épidémie catastrophique a envahi tout le continent eurasiatique. Il s'agit de quelle maladie? C'est D, la peste. D, la peste. La bonne réponse. Philippe, c'est à vous maintenant. Attention, il est apparu plusieurs fois dans la République de Platon, et c'est aujourd'hui un port important dans la construction de l'initiative Ceinture et Route. Quel est son nom? Le port du Pisé. Vous répétez? Le Pisé. Le Pisé. Voici la bonne réponse. Ah, le Pirée. Mais oui, le Pirée. Oui. Mais oui, pas le Pisé. Eh ben voilà. Alors bon, mon cher Philippe, on vous regrette déjà. Vous êtes un candidat formidable, vraiment extrêmement sympathique. Hein. Donc félicitations pour votre participation. De toute façon, on vous retrouvera à la finale pour venir soutenir vos amis, participer à la fête. Pas de souci. Pour moi, la plus grande victoire, c'est déjà qu'à mon âge, je réussisse à faire une émission avec que des jeunes. Et c'est vrai que comme ma femme m'avait dit que j'étais trop vieux pour cette émission, j'ai déjà gagné quelque chose. C'est la richesse humaine qui est la plus importante. J'étais pas là pour gagner vraiment. Et en plus, c'est vrai que je me suis bien amusé et j'espère que les téléspectateurs se sont bien amusés. C'est très bien, merci, vous étiez vraiment un candidat fort sympathique. Bravo à Philippe qui représentait la France. Deuxième ou premier, qui va être qualifié? Ça tombe plutôt bien. J'ai une question africaine. Ça tombe plutôt bien, n'est-ce pas? Ces paysages uniques illustrent un des pays de l'Afrique du centre et de l'Est, surnommé le pays des 1000 collines. Ce pays a signé le mémorandum d'entente sur l'initiative Ceinture et Route avec la Chine en juillet 2018. Quel est le nom de ce pays? Le Rwanda. C'est le Rwanda, le pays des 1000 collines. Un pays formidable, magnifique, qui a été tristement célèbre, déchiré par une épouvantable guerre civile il y a déjà une vingtaine d'années, et qui se remet peu à peu, et les choses vont dans le bon sens. Très bien. L'Afrique vous soutient encore et toujours. Attention, 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 Ravindra. Cette peinture conservée au British Museum reflète la diffusion à l'étranger de quel matériau? De la soie. De la soie? Touchez, regardez. La soie, la belle soie chinoise. C'est une bonne réponse. Vous êtes toujours en compétition. Attention, Gaël. Cette scène, regardez-la bien, elle est gravée sur une pierre de l'époque Han, découverte dans les fouilles archéologiques au Sichuan. Quelle plante représente-t-elle? Une plante qu'on trouve beaucoup en Chine, une plante importante. Une plante qui donne des fruits. De quelle plante s'agit-il? Un mûrier. Le mûrier? Oui. Le mûrier, bravo. On applaudit encore. Ils sont forts quand même, hein? Les experts confirment. Hein? Attention, attention. Regardez bien, Ravindra. On parle de musique classique. On parle d'un grand compositeur qui écrivit la Symphonie du Rhin. Est-ce que vous avez son nom? Je ne me rappelais pas du tout du nom, comme M. Grandjean m'a demandé ça. J'avais un blanc, Joseph Claude... Vous ne savez pas? Ouais, ça ne vient pas. Hein? Ça vient pas. Je suis désolé, vous ne serez pas avec nous en finale. C'était Robert Schumann. Regardez. Ah, c'est Robert Schumann. Wow. Ça, je vais me rappeler de ça. C'est vraiment dommage. Vous étiez aussi un candidat fantastique, très sympathique. Malheureusement, il faut des gagnants et des perdants. Hein? Félicitations. Gaël, vous restez avec nous. Allez, les voilà. Voilà. Je suis un peu triste parce que je ne suis pas qualifié. Mais ça va, les autres ont bien bossé. Ils sont tous mes amis. Je souhaite que chacun d'eux gagne. Mais comme c'est pas possible, c'est une compétition. Mes meilleurs vœux sont avec le meilleur. C'était pas évident pour moi. C'était vraiment pas évident avec le stress, la fausse. Parce que c'est une compétition et tout le monde veut gagner. Tout le monde veut rentrer étant sûr que, ouais, on a eu le trophée, on a gagné. Mais c'est pas évident.
Alors, nous avons maintenant le nom des 4 finalistes pour le grand quiz de la route de la soie. On se retrouvera bientôt avec eux. Vous pouvez les applaudir parce que c'était vraiment pas facile. Nous avons donc Zineb, Romuald, Gaël et Catherine. Encore une fois, bravo pour eux. J'appelle également nos 2 experts à nous rejoindre, s'il vous plaît. Merci, messieurs. Votre aide a été précieuse et on vous retrouvera aussi pour la grande finale. Pour que la fête soit complète, j'appelle également notre ami Ravindra et notre ami Philippe. Voilà. Je tiens à remercier le public. Merci à vous, chez vous, d'être fidèles à CGTN français. On se retrouve très bientôt sur votre chaîne préférée pour ce fameux grand quiz de la route de la soie et la grande finale. Et j'essayerai d'être moins enrhumé. À bientôt, merci. Merci et bravo. Et bravo, bravo, bravo. Super. Bravo, bravo. Bravo. Bravo aussi. Bravo.